RCN, première radio juive régionale de France. Écran large, l'émission qui rassemble comédiens, réalisateurs, cascadeurs, doubleurs. Écran large, chaque lundi à 21h avec Thierry Génovèse sur RCN. Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui, et j'en suis très heureux, en présence de deux passionnés du 7e art, en l'occurrence aujourd'hui d'une émission sur le western, en mémoire d'un John Wayne et bien d'autres. Comme dirait un de nos deux invités, j'ai nommé Vince Rogers. John Wayne a complètement rénové le western par ses bastons mémorables, ses coups de fusil, ses revolvers qu'il sortait à tout va de différents holsters. Mais Vince est accompagné de Ron Border, son ami d'enfance de toujours, un maestro du western, comme on dirait par rapport au grand Ennio Morricone, ou presque. Ils sont aussi amis d'enfance et musiciens. Ils ont monté un groupe d'ailleurs sur la région PACA depuis leur tendre enfance, et ils ont écumé toutes les salles de spectacle et d'autres lieux où les esprits hantent encore ces lieux. En tout cas, cette émission, elle est aussi en hommage aux grands comédiens du western et aussi à notre grand patron qui est toujours vivant. J'ai nommé Monsieur Eddy, alias Claude Moine, alias Eddy Mitchell, pour une sorte de dernière séance qui ne sera évidemment pas la dernière pour nous, en lieu et place en nos studios à Radio Shalom Nitzan, la première radio juive de France. Musique. Vous allez entendre la BO de Django de Louis Bacalov, paroles de Franco Migliacci, sorti en 1966. Django, have you always been alone? Django, Django, have you never loved again? Love will live on like a storm cloud, or you cannot spend your life regretting. Django, you must face another day. Django, now your love has gone away. Once you loved her, oh, now you've lost her, oh, but you've lost her forever, Django. Bonjour messieurs, très heureux de faire cette première émission sur le western avec vous, les extraterrestres du western. Alors messieurs, présentez-vous, expliquez-moi vos parcours communs et séparés. Nous passerons aux choses sérieuses devant une bonne bouteille de Jack Daniels et des verres de whisky appropriés. Ils sont là, car nous sommes dans l'obligation d'avaler une rasade sans se la jouer les tontons flingueurs, sans se flinguer au bizarre comme dirait Audiard, mais là, on va se la faire détendue. Posons les armes, expliquons-nous. En hommes civilisés, messieurs, c'est à vous pour nous envoyer les vérités que vous devez nous avouer sur le papier et au micro. Parlez-nous de Django. Ah ben écoute, d'abord, on remercie Radio Shalom de cet accueil magnifique, magnifique studio. Et Django, oui, Django, écoute, c'est le western européen. C'est Sergio Corbucci, c'est Franco Nero, Bacalov, Rocky Robert, le vocal, magnifique chanteur américain, afro-américain, qui a fait sa carrière en Italie, en Europe après. Django, c'est énorme. Django, c'est un film humaniste. C'est un film contre tous les fascismes.
Et c'est un film surréaliste, baroque, très violent. Franco Nero, énorme acteur, christique, il est vraiment christique dans le film. Après, il avait repris ce rôle dans Keoma aussi, tu vois. Donc c'était un western énorme et qui a suivi de très près les premiers opus de Sergio Leone. Et il a ouvert une voie, si tu veux, vraiment européenne, un western européen. Après a déboulé, si tu veux, un cinéma avec les Anthony Stephen, Giuliano Gemma, tous ces mecs-là. Donc du beau cinéma, et c'est le cinéma de quartier. Django, c'est vraiment le cinéma de quartier, comme les premiers Léon. Après, Léon, c'est ouvert sur les salles des grandes avenues, si tu veux. Mais Django, c'est énorme, c'est l'enfance, c'est nos adolescents, si tu veux. Django, c'est marqué en lettres d'or, tu vois, dans le western européen et le western mondial. Tu sais qu'il y a une copie qui est conservée au musée d'art moderne de New York. Tu nous l'apprends. Ah, Nero est très fier de ça, tu vois. Voilà, je vais laisser Ron Border aussi dire c'est son amour pour ce film et ce cinéma. Bien, donc, à toi, Ron. Bonjour, ici c'est Ron Border, l'habit de Vince, et donc pour te parler de ce film de Django, c'est un film que j'ai vu dans une salle de quartier, bien entendu, à Nice. Alors moi, ce n'était pas trop ma tasse de thé, le western italien, voilà, et donc c'était plutôt le western américain, et puis à la suite de ce film, j'étais vraiment subjugué parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, enfin, ou du moins que moi je n'avais jamais vu. Le côté propre du western américain. Hein. Donc là, c'était vraiment déjà ce gars qui traîne un cercueil. Ah, voilà, c'est l'anti-héros. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc vraiment, après, je l'ai vu moult et moult fois. Et comme je te disais, il y a une quinzaine de jours, ils l'ont repassé au Mercury, à la salle Mercury. Absolument. Donc, voilà. Donc, je l'avais revu là. Alors j'ai été le revoir et tout, et c'est vrai que ça n'a pas pris une ride. Bon, de le revoir sur grand écran, c'est quand même quelque chose. Bon, bien sûr, je l'avais revu en VHS, en DVD, mais là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Donc, un film vraiment. C'est un film charnière, tu vois. Il y a eu un avant et un après, comme pour les Léon, comme pour La prisonnière du désert qu'on va évoquer après. Voilà, ce sont des films phares. C'est pour ça que j'en ai choisi, si tu veux, 4, mais j'aurais pu en apporter 1000, tu vois. Mais disons 4, si tu veux, qui sont charismatiques, emblématiques, tu vois. Et comme on va faire donc Europe et puis les States, hein, donc on a deux. Voilà, je pense, on va parler aussi du Revival, tu vois, 2018, qui déboule très rapidos. Mais voilà, Django, c'est énorme. Django, c'est énorme. Franco Nero, après, il a fait une carrière de western, tu vois. Texas Radio, etc. Enfin, bref. Franco Nero, que j'ai vu à Monaco. Absolument. Il y a 2 ans. Absolument. Si vous avez vu la photo sur Absolument, la page. tu l'as publié. Ouais. Alors, un homme pas curieux, mais un homme très... il te regarde comme ça, il est un peu, pas timide, mais... très réservé. Très réservé. Très ouais. réservé. Alors, on lui parlait, mais bon, il était omnibulé par d'autres choses. Hein. Mais, grand personnage, 1m88, hein, attention. Ah, c'est un sacré gaillard. Ah, hein. Sacré gaillard. Mais il a fait la cascade aussi. Hein. Oui. C'est tous ces mecs-là, tu vois, comme Gemma, tous ces types-là. Stéphane, qui était vraiment un cascadeur, pur et dur. Tous ces gars qui sont venus au western ont fait la cascade. Ils n'étaient pas doublés pour les bastons, tu vois. Donc tout ça, c'est très physique. Et bon, c'est le cinéma qu'on aime. Hein. On va développer tout ça. Et puis je disais aussi, il a un regard. Ses yeux, bon, il a de très bons yeux, c'est vrai, mais je veux dire, il a un regard. C'est terrible. Il y a cette scène où il est dans le saloon, là. Au début, oui. Les hommes de Jackson, oui. C'est énorme, quoi. Et Jackson, Eduardo Fajardo, très très bon acteur espagnol, qu'on a vu dans plein de films populaires, un acteur marquant qui a eu une très belle carrière, et lui aussi, acteur, si tu veux, marqué au saut du western. Tu vois, tout ça, c'est le western européen. Et Franco Nero, un comédien qui a tourné aux États-Unis aussi. Ah, il a tourné aux States, bien sûr. Oui. On vient de le voir, j'ai encore revu sur un canal différent, dans Die Hard. Oui, absolument, exact. oui. Il joue un général. Oui, il a fait une carrière internationale, tu vois. Il a vraiment débuté en Europe, en Italie, si tu veux, en Espagne, Italie. Et puis après, il a développé sa carrière, il est devenu un acteur énorme. Il a fait quelques gialli intéressants aussi. Ah, absolument, quelques absolument. 2 ou 3 oui, absolument. Mais très, très spécial. Et oui, là, c'est ces films qui ont suivi, en fait, le western. Il a fait du bon, même du très bon. Comme Gemma, qui a tourné chez Argento, tu vois. Voilà, tous ces garçons, si tu veux, ont suivi, j'allais dire, c'est pas, le mot mode est un peu péjoratif. Non, Le cinéma italien, c'était ça, c'était des vagues successives, tu vois. Et donc, ces mecs étaient jeunes, ont suivi, si tu veux, les vagues, si tu veux, donc, du cinéma populaire.
C'était déjà la grande gloire de Cinecittà, sûrement. Hein. Ah, on était en Hein, plein. on est en plein, là. Cinecittà a explosé dans les années 50-60, surtout les années 50, si tu veux, disons l'apogée, hein, avec les péplums. On en parlera Oui. peut-être dans une autre émission. Notre émission. Donc, beaucoup d'acteurs US sont venus, si tu veux, sur l'Italie. Tu vois, Clint Eastwood. Oh, et Clint Eastwood, comme je te Parlons-en. disais, quand on a fait l'émission à On la est bien Cinémathèque, je t'ai dit, Clint Eastwood, si tu veux, c'est Léon qui l'a créé. Et je dirais que Léon et Clint Eastwood et le western européen, c'est Morricone qui l'a créé. S'il n'y avait pas eu la baisse, si tu veux, de Morricone, tout ça, ça n'aurait pas existé. Ah, sûr. Donc tout ça se tient. Tu vois, tout ça se tient. Et disons que 50-60, on a 2 décennies énormes. Et ça a été une explosion de ce cinéma populaire. Et qui aujourd'hui est, j'allais dire, presque pillé par des gens comme Tarantino. Je n'aime pas Tarantino. Hein, c'est personnel. C'est un choix, oui. C'est un choix. D'ailleurs, donc, il a refait Django. et voilà, Hein qui est pas très intéressant, mais qui est tout à fait autre chose. Et Nero a tourné, il fait un caméo. Oui, dedans, il fait tu un vois. caméo. Il fait un caméo. Mais si tu veux, on a perdu des repères, tu vois. Quand l'Amérique récupère, si tu veux, tu vois, par exemple, tu te rappelles-toi, j'ai Pandeleo et Cour. Bien sûr. Tu vois, Bien la musique de Dominique Frontière, c'est un pastiche de Morricone. Tout à fait. Tu vois, donc il y a vraiment de matière à développer, si tu veux. C'est ce qu'on va faire, là. Allez, Non, mais tout à fait. je vous en C'est vrai. prie. Voilà, mais tu parlais tout à l'heure de mode, mais c'est vrai que les Italiens, ils ont tout. Bon, le mot était un peu péjoratif pour ces gars-là, mais je veux dire, et c'est vrai que les Italiens ont toujours eu le sens de prendre des trucs qui étaient à la mode ou qui marchaient très bien, C'est ça. de se les approprier et d'en faire. De recréer. Voilà, et quelque chose de très original. Ah, c'est- c'est comme le gothique italien, bon, ça, Ah, ça si on pourrait magnifique, parler. Mais je veux magnifique. dire, voilà, ils ont toujours. Bava, Freda, tous ces mecs-là, c'est énorme. Ils sont- Et c'est l'italien, si tu veux, il a ce que n'avait pas l'américain, ce sont des cultures différentes. Hein. C'est exact. C'est le côté baroque. L'américain, tu vois, par exemple les films fantastiques, le gothique américain, bon, tu sais qu'on adore ça. Hein. Ah, fait, bien sûr. Moi, je regarde ça depuis Universal, 50 ans. Hein. bien sûr. Mais et ce sont des créneaux particuliers. Et comment dirais-je, le cinéma italien ou le cinéma britannique, tu vois, la film, mer. ils ont apporté une démesure. Tu vois, donc mais tout ça se tient, c'est ça, tu vois. Le cinéma populaire, c'est pas un cinéma d'accident, c'est un cinéma qui se tient, et c'est un cinéma que les gens allaient voir. On en revient toujours, comme Bebel, je t'avais dit, les mecs, ils allaient le voir par millions, il n'y a pas de hasard, tu vois. C'est vrai, Je veux c'est dire, vrai, voilà, c'est vrai. c'est tout à fait intéressant. Donc revenons à Django. Yes. Expliquez-nous un petit peu le synopsis déjà. Ça Ah parle ben de quoi Django, c'est comment dirais-je, un gars qui a fait, on imagine bien qu'il a fait la guerre de sécession, si tu veux. Un peu d'ailleurs comme Wen dans La prisonnière du désert. C'est vrai. À la différence que Wen, lui, c'était un sudiste, il est confédéré, si tu veux. Et Django, on va dire qu'il est donc nordiste, tu vois. Donc ils sont revenus de la guerre et de ses horreurs. Et cette guerre génocidaire, si tu veux, effrayante, la guerre de sécession. Hein. Des millions de mecs, quand même, qui sont morts. Donc ces gens reviennent, si tu veux, dégoûtés de tout. Et Django, il revient où il passe. On dira pas qu'il revient chez lui, il passe, lui, tu vois. Et il traîne un cercueil. Et quand il arrive dans la fameuse bourgade, qui est donc tyrannisée par Fajardo, par Jackson, et par une bande de Mexicains, de voyous épouvantables, tu vois, il arrive, si tu veux, et il pose son cercueil, et il apporte une sorte de rédemption. Tu vois. En fait, lui, d'ailleurs, il le dit. À un moment donné, il dit, mais je viens de l'enfer, tu vois. C'est ça. Il y avait une accroche, surtout dans la version italienne, si tu veux, où on peut dire peut-être même qu'il est déjà mort, si tu veux. Tu vois, ce qu'a repris Eastwood dans Airplane Drifter, tu vois, voilà. Tu vois, l'homme de Haute Plaine. Anthony Stephen aussi, tu sais. En voilà, fait, tu vois. quand tu le vois partir dans cette brume, Tu vois, voilà. Eastwood, Donc, tu vois, et là on revient à la démesure italienne, c'est-à-dire il y a toujours cette accroche fantastique Bien sûr. et donc c'est surréaliste. fantastique. Voilà, donc c'est certain que voir un mec qui débarque en se traînant un cercueil, Moi, on n'a jamais vu ça. Jamais. Un générique C'est vrai. énorme, tu vois. C'est vrai. Voilà, donc il débarque, si tu veux, d'entrée, il se heurte aux voyous mexicains, tu vois, et aux voyous américains, et il sauve, si tu veux, une fille de saloon, Loredana Duchac. magnifique actrice, Magnifique. tu vois, d'origine yougoslave, tu sais. Yougoslave, c'est vrai. Magnifique actrice. Et voilà, et l'action s'enchaîne, si tu veux, et donc Corbucci, si tu veux, le metteur en scène, vraiment un metteur en scène humaniste, a distillé et a insufflé à ce film une dimension vraiment humaniste. Django, il fracasse tous les fascismes. Tu vois, c'est l'homme rédempteur, et il a un côté christique. Tu vois, à la fin, il a les mains éclatées, tu vois, il est torturé, tu sais pas. Magnifique scène. Magnifique scène, il joue très bien. Et jusqu'à la dernière image, si tu veux, il va à la rédemption. Et ça, c'est ce qu'a apporté Nero.
Nero, par exemple, dans la bataille de la Neretva, C'est vrai. très beau film de guerre, C'est un très beau film. il a ce côté halluciné, tu vois. Il n'y a que lui qui a apporté ça, tu vois. Je veux dire, au niveau des acteurs italiens de On est western. d'accord. Et puis avec ses yeux clairs, là, mais c'est ça. il est transcendant. quoi. Quand il regarde les mecs, on dirait qu'il regarde au fond de l'âme des gens. tu C'est vois. ça. C'est terrifiant. Il y vrai. a des passages terrifiants avec Nero, tu vois. Bien sûr. Dans Keoma, magnifique. Très beau film. Keoma, Qui a sonné le glas du western. Qui a sonné italien. le glas du western. L'ultime, on va dire. Là, il est crucifié. Tu vois, c'est le personnage christique. Le Donc, Christ. Voilà, tu vois, on va vers une sorte de rédemption, si tu veux. Donc Nero, il a apporté ça, tu vois. Et Corbucci, alors, par rapport à Léon. Avec Corbucci, si tu veux. Alors, comment dirais-je, la base de ces mecs, Mhm. elle est du même creuset, du même tonneau. C'est des mecs, si tu veux, qui sont venus du cinéma populaire, donc études de cinoche Bien ou sûr. autodidacte, tu vois. Bien sûr. C'est un peu les deux. Les mecs, comme d'ailleurs Morricone. Morricone, il a fait sûr. une école, si tu veux, de solfège, j'allais dire solfège, de musique. Mhm. Après, il est parti sur le jazz, sur des impros. Tu vois, son père était trompettiste, tu vois, donc il est allé donc sur le jazz et sur l'impro. Donc, ils apportaient la personnalité. Tu vois, ils n'étaient pas dans des petites cases, tu vois. Les Italiens, ils sont pas dans des cases, tu vois. Non, L'art pas- populaire ne peut pas entrer dans une case. C'est ça, c'est ce qu'essaient de faire les critiques un peu coincés du cucu, pour parler français. Mais la réalité, c'est pas ça. La Ouais. réalité, c'est pas ça. Et donc, ces mecs ont apporté leur identité. Vous allez entendre la musique de la BO des Jardins du Diable composée par Bernard Herrmann, Magnifique. 1956. Voilà ce qu'il nous faut. Tu sais, c'est plutôt curieux. Je connais tout le monde à bord de ce bateau excepté toi. Je ne sais rien de toi, t'es un vrai mystère. Je sais que tu t'appelles Hooker, un point, c'est tout. C'est tout. Et le petit pense qu'il t'a rencontré au Texas, mais il ne se souvient pas comment. Ça devait être sans importance. Et même si ça avait de l'importance, ça ne me regarderait pas, c'est bien ça. Effectivement. Vois-tu, mon vieux, moi qui suis un joueur professionnel, j'aime bien savoir qui j'ai en face de moi, parce qu'on pourrait faire une petite partie. C'est pour ça que je pose tant de questions. C'est naturel. Mais je suis aussi un peu poète. Et je m'intéresse à pas mal de gens dans la vie. Ça tient debout, ça. J'aime savoir ce que je peux en tirer, que ce soit de leur poche ou bien de leur cervelle. Ou des deux. Dis, t'as entendu dire que la carpe était pas expansive, hein? Oui. Ben, la carpe est bavarde à côté de toi. No me dejes, me has jurado eterno amor. Amante mío, responde aquí. No me dejes apasionada. Amante mío, responde aquí. Amante mío, responde aquí. Amante mío, responde aquí. No me dejes apasionada. Amante mío, responde. Alors, messieurs, parlez-nous de ce deuxième western. Ah, écoute, eh bien, là, on était vraiment immergés, si tu veux, tu vois, dans ce cinéma, donc, en version française. C'est très important. Tu seras d'accord. Oui, tout à fait, bien Parce sûr. que dans nos mémoires, si tu veux, ce sont les voix françaises. Alors aujourd'hui, avec délectation, si tu veux, on a les versions originales sous-titrées, si tu veux. Mais dans les mémoires collectives, les mémoires de Sinoche de Cartier, c'était les voix françaises. Et là, bon, Cooper, Widmark, tu vois, c'est Les magnifique. gars qui faisaient le poste synchro. C'est Magnifique. C'est Des gars que du comme bonheur. Rubel, des gars... C'est que du bonheur. Et là, la voix de Cooper et de Widmark, Et tu vois, Widmark. on est projeté 50 ans en arrière, tu vois. c'est ça. Alors bien sûr, alors là, écoute, il est certain que, comment dirais-je, le Jardin du Diable, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors Attavoué, qui est, comment dirais-je, qui était considéré comme un tyran sur les plateaux, tu sais, et comment dirais-je, qui paraît-il était un bourreau de travail, mais qui terrorisait les acteurs. Chose un peu légendaire, et surtout, on disait, si tu veux, bon, les Américains disaient que c'était un yes man, tu sais, c'est-à-dire qu'il prenait tout. Tu vois, il prenait tous les films, les producteurs imposaient. Et c'est pas vrai. Alors c'est des mecs, c'est des Français, toi Tavernier, Brion, qui ont pris sa défense, un peu comme pour le film noir, etc., tu vois. Très vrai. Et non, c'est pas du tout vrai. Et il est vrai que, comment dirais-je, bon, Les Jardins du Diable, Prince Vaillant, tous ces films, tu vois, c'est quand même... Et la liste est longue. Le McQueen. Ce film qu'il avait fait sur le cirque, cette tu vois. production Bronson, Donc, magnifique. On est loin, si tu veux, d'un yes man. Et alors, on apportera aussi là, comment dirais-je, comment te dire, le surréalisme de ce film,
qui était un film fantastique. On rappelle l'histoire, donc ce sont des aventuriers, comment dirais-je, qui débarquent au Mexique dans un port un peu paumé, une panne de bateau, etc. Ils vont boire, on a entendu dans l'extrait, l'audio, là, les mecs vont boire un coup, si tu veux, à la cantina, hein, et il y a une nana qui débarque, Susan Hayward, magnifique, et elle cherche des mercenaires, des hommes de main, pour aller aider son mari qui est prisonnier au fond d'une mine d'or, il y a eu un éboulement, le mec il a la patte cassée, il est coincé, donc si elle se bouge pas, il va crever au fond de la mine, donc elle a besoin d'aventuriers, de mercenaires, mais il faut traverser, si tu veux, le fameux jardin du diable. Et le jardin du diable, c'est une région que les Indiens craignent beaucoup, tu vois, c'est une région hantée. Tu vois, c'est un peu, tu sais, comme chez nous en Europe, tu sais, les Carpates, tu vois, voilà. C'est exactement ça, tu vois. Alors, la particularité, c'est que les Indiens, tu sais, ce sont des Iroquois, donc, tu sais, ils ont twisté pour donner un côté inquiétant, et on les voit pratiquement pas. À la fin, mais très peu. Un peu peu. comme le Ford avec Fonda. Tu sais, exactement. On les voit, tu sais, voilà. La menace, c'est la menace. C'est une menace, si tu veux, tu vois, c'est l'épée de Damoclès. Alors ces mecs, donc, ils acceptent, hein, parce qu'ils sont coincés, ils ont besoin d'argent, si tu veux. Et puis bon, on sent que Cooper est pas insensible au charme de Suzanne, hein, où il marque encore plus, tu vois. Ah ben oui. Tu as Cameron Mitchell. Énorme. Énorme acteur. Lui, un acteur aussi US, si tu veux. Le mec, il a débarqué dans les... Qui est venu cachetonner en Europe. Ah, il est venu cachetonner. Ancien boxeur, tu vois. Beaucoup de mecs qui venaient de la boxe. Hein. Exactement, j'allais le dire. Tu sais qu'on a l'émission à faire. Bien sûr. Là, il faut pas louper. On en fera une à Shalom. Énorme. Donc, N'oublions pas que c'est ardent. Écoute, là, c'est chapeau, définitif, là. La légendaire. Revenons au western. Alors, si tu veux, ces garçons... Avec donc un Mexicain, tu sais, très très fort en gueule, tu sais, guerrier, tu vois. Cet équipage, si tu veux, donc traverse là tranquillement, hein, pour le coup, le fameux jardin du diable. Et alors, si tu veux, là, on est dans la démesure US, tu vois, qui existait. Comment dirais-je, tu as des exégètes qui ont dit que le décor de falaise, si tu veux, comment dirais-je, de ces fameux jardins du diable, c'est exactement les mêmes que les Tarzans avec Wes Muller, ce qui te fera plaisir. Merci. Donc un décor du main painting, tu vois, donc on est en plein décor de l'âge d'or de toute beauté, et il traverse, et ok, c'est bon, il n'y a pas de soucis, des soucis du moins de relations. Cameron Mitchell se fait humilier par Cooper. C'est une scène qui est très violente. Très violent. Moi-même, j'ai été étonné. C'est un film très violent. Les années 50, donc. Attaway était violent. Attaway était très violent. Il avait fait ce très beau film avec Don Murray. Ah, magnifique. Ouais. Magnifique. Magnifique. Où il est poursuivi par R.J. Armstrong. C'est que du bonheur. Très violent. Attaway était très violent. Très violent. Si tu veux, plus physique et plus radical qu'un Ford. Rien à voir. C'est autre chose. C'est une famille, si tu veux, western, mais lui, il a distillé une violence vraiment physique, tu vois. Je dirais que c'est un très bon artisan. Ah, complètement. Ah, ben, complètement. Vous allez entendre la BO de Pour quelques dollars de plus, composée par le maestro Ennio Morricone en 65. Que du bonheur. Alors, messieurs, parlez-nous de ce troisième western. Ah, ben écoute, alors là... Magnifique. Premier volet de la trilogie. Pour quelques dollars de plus, si tu veux, c'est donc la continuation. Voilà, donc pour une poignée de dollars, le premier opus. Bien entendu, Clint Eastwood, toujours acteur vedette.
On développera après sur Clint, hein, comment dirais-je ça, quand il a débarqué en fait en Italie. Donc Clint Eastwood, bien entendu. Et alors, bien sûr, les deux acteurs attenants, si tu veux. Gianmaria Volonte est magnifique. Énorme. Qui a eu une carrière assez courte, puisqu'il est mort assez jeune. Hein. Oui. Mais il a vraiment marqué le western italien. Ken Saab est magnifique. Acteur très politisé. Acteur, oui, communiste, voilà. très engagé. Oui. Je ne savais pas, vous m'en apprenez une. Très engagé. Politisé. Son frère a tourné aussi. Claudio Camaso. Voilà, qui a tourné. En fait, il s'appelait Camaso. Il a fait beaucoup de westerns. C'est vrai. Et si tu veux, Volonte, justement, puisque donc acteur communiste, très engagé, mais de façon, j'allais dire, non caricaturale et honnête physique. Après, tout est discutable. Mais disons, il est allé jusqu'au bout de son truc. Et dans Ken Saab, El Chuncho. C'est très politique, hein. C'est un rôle de révolutionnaire, avec Lou Castel, magnifique aussi. Lui c'est carrément le mercenaire. C'est le mercenaire. Ça me fait penser d'un peu à El Mercenaire. Avec Nero à nouveau. Donc, alors, Gianmaria Volonte débarque, si tu veux, il avait déjà le rôle dans le premier opus, dans Pour une poignée, Per un pugno. Là, il débarque, il tient le rôle de l'Indien, l'Indio. Donc, complètement défoncé. Le mec, il est défoncé, toi, il se tuera. Donc, hanté, si tu veux, par un crime qu'il a commis, comment dirais-je, dans sa jeunesse, d'où la fameuse montre avec cette air, c'est très fort, tu vois, qui a hanté le film. À la fin du film, on comprend pourquoi. Et on a bien entendu, là, c'est l'apothéose, si tu veux, du western européen et du western américain, puisque lui, alors on parlait de hanter, la musique a hanté, mais lui, en tant qu'acteur, il a hanté le western américain, c'est Lee Van Cleef. Lee Van Cleef débarque. Léon, si tu veux, Léon voulait d'autres acteurs pour le rôle de Cleef. Et puis, ça ne s'est pas fait, il avait plein de pistes. Je crois que c'était surtout des raisons aussi, c'est un peu comme Resto, de budget aussi. Ah, complètement. De budget, parce que... Mais c'est complètement ça, tu as raison. Il avait vu trop haut, si tu veux. Tu vois, voilà. Il voulait déjà Rod Steiger, tu sais, à l'époque. Steiger, mais j'avais même entendu parler de Bronson. Il voulait la place avant de proposer à... Et en fait, il les a vus, Steiger sur Une fois la Révolution et Bronson sur Une fois dans l'Est, quand ces deux mecs, ils ont vu que c'était des films qui avaient rapporté des centaines de millions, tu vois. Mais là, il voulait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avait dans son souvenir, parce que Léon était passionné par le western, bien sûr, hein, US, et il avait Lee Van Cleef en tête. Alors, il débarque à Los Angeles, avec en tronche la tête de Lee Van Cleef. Il va, tu sais, sur les trucs d'agence, et les mecs, ils lui disent, mais qui c'est ça? Ils ne savaient plus. Tu vois, il avait disparu. Exactement, d'ailleurs, comme Gene Vincent. Gene Vincent, quand un producteur, collectionneur, Collange, quand Collange avait débarqué, si tu veux, aux US, en Californie, il va dans les trucs musicaux, il fait, mais où c'est qu'il est, Gene? Le mec fait, mais qui est Gene? Ça, je ne savais pas ça. Tu vois, ça avait disparu. D'accord. Tu vois, il va à Capitol Records, il ne savait plus qui était Gene, tu vois. Un truc hallucinant. Et donc, pour Lee Van Cleef, même combat. Alors, on lui dit, il y a une nana qui lui dit, oui, une secrétaire, qui lui dit, oui, Van Cleef, oui, le gars un peu sinistre, là. Oui, mais il vit dans telle rue, mais il boit quand même pas mal, il fait de la peinture. Ah ouais, il buvait pas de l'eau, hein. Voilà. Et donc, Léon, il débarque dans le meublé, si tu veux, vivre Van Cleef. Il lui dit, voilà, mais il faut faire le comeback. Il lui dit, non, mais moi, je joue plus, c'est fini. Il lui dit, écoute, tu vas tourner avec Clint Eastwood. Il dit, oui, je connais. Au début, il n'était pas emballé, tu vois. Il lui dit, western européen. Puis il lui dit, mais tu sais, moi, j'aime le western américain. Et il lui présente les films dans lesquels il avait tourné. Et Lee Van Cleef, ça a dû le toucher. Tu vois, il dit, mais il connaît mes films. Et ça, c'est fait. Donc, Lee Van Cleef, comme avait fait Clint Eastwood 1 an avant, il prend l'avion et il débarque, si tu veux, Cinecittà, et ils attaquent le film. Donc, film énorme. Jay, si tu peux dire 2 mots aussi. Écoute, simplement pour une petite anecdote au niveau de Van Cleef, tu sais que Fred Zinman, qui avait fait Le Train sifflera 3 fois, voulait qu'il se fasse opérer du nez. Oui. Mais il a dit, mais non, mais moi jamais de la vie. Et il a tenu bon et tout. Et donc Zinman a tourné le film et il regardait tel qu'il était. Ce regard aussi, tu vois. Et il a dit, ça a été mon gagne-pain. Il avait un visage très dur, tu vois. Et c'est vrai que son visage, la dureté de son visage, a été, si tu veux, son image de marque. Et le regard, on parlait du regard de Nero, mais tu as le regard c'est vrai. C'est redoutable. Le regard de Van Cleef, quand il fixe les gens, tu sais, tu as le passage, comment dirais-je, dans le saloon, où il allume l'allumette sur le dos, la bosse de Kinski.
Tu vois, tu as ce face-à-face entre Kinski qui était toujours allumé, Lui a tu vois, halluciné. en vérité, tu vois, on aurait dit vraiment qu'il haïssait Lee Van Cleef, là, pour le coup. Ah, mais tu c'est vois. vrai, il a ce rictus d'ailleurs. Et quand tu vois Lee Van Cleef, ça c'est vraiment un rôle, tu vois, de composition. Quand tu vois Lee Van Cleef qui le regarde, et tu sais, qui allume sa pipe en le regardant, et c'est terrifiant. Magnifique. Tu sens que ça va pas rigoler, tu vois. Exactement. C'est un film énorme. Parce qu'à l'époque, Sergio Leone, à l'époque, on parle de Clint Eastwood, qui vient de lire son dernier livre de 800 pages, explique qu'il se servait de ses regards. Ah ben complètement. Parce que Eastwood disait non, attends, moi j'en dis mieux ça vaut. Ah ben complètement. Et il jouait que sur les regards. Tout à fait. Mais tu sais, les Italiens, par exemple, tu sais, t'as vu, je t'ai envoyé des photos d'exploitation, tu sais, les photos de J qu'on avait dans les entrées de salle. Tout à fait. Et les photos d'exploitation, comment dirais-je, c'est des photos qui étaient faites, donc c'est ce qu'on appelle le plan italien. Le plan italien, si tu veux, tu as un gros plan gauche ou un gros plan droit, tu as un plan central et tu as un plan de fond. C'est ça. Tu as le décor. C'est ça. Ça, c'est typiquement italien. Ouais. Les US, ils ne le faisaient pas, ça. Donc, Léon, il a fait ça. Mais donc, là, on est sur la photo d'exploitation, mais la photo d'exploitation, elle est tirée du film, de la péloche. Bien sûr. Et, comment dirais-je, et Léon, il l'a fait. Tu as énormément de plans qui se décomposent tu vois, Ouais. par exemple, l'arrivée de Bronson une fois dans l'Ouest, avec Woody Strode. Les trois trônes, il y a, comment oui. ça s'appelle, et puis... Et Jacques Elam, Jacques Elam. magnifique. Ces trois plans, tu les as en permanence. Après, on va évoquer, si tu veux, le fameux duel de quelques dollars On de y plus. vient, on y vient. Tu as les trois plans. Tu vois, c'est typiquement le cinéma italien. C'est typiquement italien, le western américain. Disons qu'après, le western américain, il s'est plagié lui-même en voyant le... Il l'a fait, il l'a fait. Mais... Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet. Et essaie de me tuer. Essaie. Alors messieurs, mais parlez-nous du duel final, justement, on vient d'entendre. Ah ben écoute, alors le duel final, bien on est vraiment dans le classicisme. Donc c'est-à-dire, c'est la récupération, bon c'est le train, comment dirais-je, le film avec Cooper, hein, le train. On est bien d'accord. Voilà, et, je veux dire, mais donc à la mode européenne, c'est de l'opéra. C'est de l'opéra. Il y a la dramaturgie dans cette fameuse montre. Cet air ce petit air musical qui est empli de fantômes, tu vois. Gia Maria Volonte, le personnage, est fou à cause de ça. Il n'arrête pas d'écouter ça, tu vois. Et quand il tue, chaque fois, tu vois. Il a un peu le gimmick. La dynamique Voilà. Petite parenthèse, on parle de Train sifflera 3 fois. J'étais un ami pendant 10 ans de John Williams. Ah, magnifique. Un monsieur magnifique. Magnifique, une voix énorme. Malheureusement, je suis allé l'enterrer, mais c'était quelqu'un de fabuleux. Mais une voix énorme. Et ça, tu sais, il y a une émission à faire sur les vocaux, si tu vas. Il y a vraiment de quoi faire. Ah oui. On regarde tout à l'heure dans Django. Mais Rocky Robert, justement, en reparlant, on fera des spéciales acteurs western. Ah, mais c'est tout on ça. fera une spéciale John Wayne, on fera une spéciale. Attention, n'oublions pas, hein, avant John Wayne, il y avait Alan Ladd, il y avait plein d'acteurs. Je sais qu'il y en a Si tu eu. veux, John Wayne, il a été, comment dirais-je, John Wayne, il a été emblématique. John Wayne, il a commencé dans les années 30. Hein. Alors là, tu sais, j'ai un peu révisé sa bio. Bien sûr. Et je savais même pas, tu vois, qu'il avait fait des combats de boxe dans l'Iowa. Parce qu'à un moment donné, il avait quitté le Cinoche. Il s'était pris la tête avec Hathaway, avec Ford. Oui. Il avait bastonné plein de mecs. Ça, Il est je savais parti. pas. Il a dit, bon, moi, c'est fini. Salut les copains. J'arrête. Alors, il a fait agent immobilier. Il a bastonné des mecs dans l'immobilier, c'était pas son truc. Il a fait des combats de boxe sous son nom Morrison. Michael Morrison. Tu vois, c'est ça. tu vois. Donc, il a fait plein de combats. Et puis,
il faisait un peu peur, Wen, tu vois, comme Mitchum. Tu sais que Mitchum, il terrorisait les gens. Acteur Mitchum. très difficile à... Et Mitchum, ancien boxeur, hein, aussi. Ah, boxeur. Et ces mecs-là, comme Palance, tous ces mecs. Tous ces gars-là. Mitchum, si tu veux, on en parlera dans l'émission sur la boxe. Hein. Bien sûr. Mais Mitchum, il y aurait des anecdotes à dire, mais certaines sont un petit peu osées. Tu vois, là, on ne pourra pas. Mais disons, les anecdotes un peu plus, disons, comment dirais-je, traditionnelles, Mitchum terrorisait. Tu sais, le film où il tient le rôle d'un prêtre. Oui, qu'il a repris d'ailleurs à 2 ou 3 reprises. Magnifique. La nuit du chasseur. Et puis le western aussi, bien sûr. avec Victor Buono, tu vois, en fait, qui est La colère de Dieu et 5 cartes à abattre. C'est des démarquages, tu vois. Il a le revolver dans la Bible, le Derringer. Et pendant ces tournages-là, mais il terrorisait les gens. Ouais. Tu vois, t'as des machinaux qui avaient peur. Mitchum faisait peur et John Wayne a apporté ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la présence de l'acteur, bien sûr, sur le live, tu vois, mais dans les coulisses, ça rigolait pas. Je pense que le seul où il s'est écrasé, il l'avait lancé aussi, c'est Ford. Ah oui. Alors Ford, par contre, à contrario, était ignoble. Il pouvait être ignoble avec complètement. les acteurs. Tout ça. Il était très sympa avec tout ce qui était le staff autour, c'est-à-dire les caméramans et les acteurs. Comme Hathaway. Il les mettait plus bas que terre. Comme De Toth. Tu sais, les 3 borgnes. De Toth aussi. Exactement. Ça rigolait pas. Mais il faut quand même, si tu veux, rendre à ces gens vraiment ce qui est la base de leur cinéma, c'est qu'ils aimaient les acteurs. Bien sûr. Le personnage, si tu veux, de Wayne étant, si tu veux, là, dans Le Prisonnier du désert, on va en parler, c'est le plus beau rôle de Wayne. Je pense que c'est un de ses plus beaux rôles. Et d'ailleurs, si bien qu'il s'appelait Ethan, il avait donné le nom à un de ses fils. Justement, nous allons entendre la BO de La Prisonnière du désert composée par Max Steiner et Stan Jones. Justement, parlez-nous de ce 4e western. Ah, ben écoute, alors, La Prisonnière du désert, The Searchers, 56, Ford, Wayne, comment dirais-je, Natalie Wood, magnifique. Wood. Jeffrey Hunter, très bon acteur. Très bon acteur qui est venu en Europe après. Qui a tourné en Europe. Vera Miles, Warbond, Harry Carey, Junior. Il y a toute l'équipe là. Dans tout ça, le fiston Patrick Wayne. Hank Warden. Ah, magnifique. Alors ça, écoute, là c'est, bon, je veux dire, c'est perso, pour moi, puisque tu connais mon opinion, ce film, c'est le plus grand western du monde, indétrônable. Après, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, s'agiter, c'est fixé. On est d'accord. Et dedans, tu as 2-3 scènes qui sont vraiment terrifiantes. Ford, comme Hathaway, était violent. Hathaway l'était, si tu de manière plus radicale, à travers, si tu veux, le prisme vraiment des scènes avec acteurs. Et là, c'est uniquement à travers le prisme de Wayne. Tout à fait. Tu as la scène, tu sais, quand on avait vu à la cinémathèque, je t'avais dit, c'est terrible. On fait court, hein, mais disons, il faudrait développer Mais à un moment donné, tu as une scène qui se passe dans un fort de l'armée US, et Wayne cherche Natalie Wood, l'actrice, le personnage, qui a été enlevé, si tu veux, par des Indiens. Il faisait des razzias, tu sais, il faisait du pillage. Et donc, ils enlevaient des gens, comment dirais-je, c'était des esclaves. Ce que faisaient les Arabes en Méditerranée. Et les razzias, c'était pareil. Donc, les gens étaient esclaves. Et donc, Natalie Wood est esclave. Et Wayne, si tu veux, il part à la recherche de sa nièce. C'est une quête. C'est une quête. Alors, c'est les voyages, c'est Ulysse. Là, on est en pleine mythologie. Si tu veux, Wayne, c'est Ulysse. Ulysse qui a fait la Méditerranée pendant 10 ans. Et Wayne, il part presque pendant 10 ans. À peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Puisqu'elle a 16 ans à peu près quand il la retrouve. Donc, il traverse, si tu veux, moult régions, États américains, si tu veux. Et puis, à un moment donné, il a des informateurs. On lui dit, oui, mais la petite, je crois qu'elle est dans le fort, etc. Voilà. Il débarque avec, donc, Hunter.
son associé, comment dirais-je, qui le suit comme son ombre. Hein. Bien sûr. Et c'est pas sa nièce. Et tu as un passage où la fille est folle, tu sais, elle a été violée, Exactement. on comprend qu'elle a été torturée, et cette pauvre innocente, si tu veux, est devenue folle. Et on l'entend hurler, elle est dans une pièce dans le noir, et tu as ce passage qui est énorme, où Wen se tourne, tu vois, et le visage de Wen, le jeu d'acteur énorme, tu vois, c'est une scène terrifiante. C'est pas qu'il est. Il est même inquiétant. C'est une scène terrifiante, il est très violent. Tu as la scène où il déterre le cadavre d'un Indien, et si tu veux, il tue, il lui crève les yeux. Il lui crève les yeux. Parce qu'il dit, il ne pourra pas aller au paradis, tu vois, des Indiens, tu vois, comment dirais-je, tu vois, rejoindre Manitou, etc. Donc tout ça, c'est très violent. Tu as les scènes, tu sais, où on voit qu'il a une insurrection totale. Lui, n'oublions pas qu'il est confédéré. C'est pas Django. Non. Django est nordiste, lui, il est sudiste. Donc il s'est pris dans la gueule, si tu veux, la défaite sudiste. On sait que les États du Sud, quand ils ont perdu, ont été, si tu veux, souillés, si tu veux, par l'occupation yankee. Il y a eu des viols, ils ont brûlé, si tu veux. Ça a été terrible. Donc il y a eu des gars qui étaient des soldats perdus. Tu sais, Major Dundee, on revient plus. Là. On est bien d'accord. Et ouais, donc on comprend. Dans l'écriture, on te le dit clairement. Ouais. Il revient de 3-4 ans après la guerre. Il n'est pas rentré. En fait, il est allé au Mexique. Il a fait ces guerres perdues. Exactement, on pense avec Maximilien parce qu'il a une médaille. Complètement. Ça fait penser Veracruz. C'est sudiste. Non, il y a quelque chose de bien précis, c'est que dans ce film, on voit de vastes paysages. Et puis alors, ça c'est Ford. C'est magnifique. Monument Valley. Monument Valley. Il y a une diversité de lieux. Et on voit les saisons au fil des saisons, voilà. La neige, Et on est dans la mythologie, si tu veux. Et c'est très, très beau. Je t'avais dit, tu vois, Thierry, on parlera, si tu veux, tout à l'heure, si on peut, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans le revival, au cinoche du western, si tu veux. Par exemple, moi, je suis allé voir les frères Sisters, tu sais, d'Audiard. Ah, alors? Eh bien, écoute, bon, je serais un peu sévère, mais j'assume, et c'est mon avis. Pour moi, c'est Clodo Pouilleux. D'accord. C'est-à-dire, si tu veux, je ne supporte plus ce comeback, si tu veux, du western, où on ne voit pas de paysage. Et les acteurs, alors, c'est très bien joué. Joaquin Phoenix, c'est un bon acteur. Mais si tu veux, comment te dire, la sinistrose et la photo sombre, tu vois, moi, ça me plombe, ça. Donc ça vous a pas plu? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et si tu veux, et ça, on se le traîne depuis quand même presque 20 ans. Même Eastwood, avec Pale Rider, tu y vois que dalle. Ah mais moi, c'est ça. Moi, si tu veux, le naturalisme dans le western, moi ça m'intéresse pas. Moi, tu sais, je suis resté comme dans les années 50-60. Quand les mecs, je te l'avais dit à la Cinémathèque, quand les mecs ils vont au cinoche, ils vont pas se prendre la tronche. On n'a pas envie de voir des trucs, si tu veux, sinistres, désespérés. Là, les frères Sisters, c'est désespérant. C'est ça. Tu vois, c'est encore on va dire un mixte des problèmes sociaux. Mais Jacques Audiard, c'est un peu son défaut. C'est un peu son défaut. Dans tu sais, Rouillet-Os, c'était ça. Pourtant, il y avait la boxe. Hein. Il a twisté, tu vois, il a twisté. Non. Alors, après, ce sont des goûts personnels. Mais bien sûr. Je respecte absolument les gens qui ont aimé. Et si d'aventure, si tu veux, si les frères Sisters, comment dirais-je, amènent un revival, si tu veux, bien compris du western, je suis OK. On sait que Stallone, Rambo 5, je te l'ai dit, on a quelques ce sera le dernier opus. Ah mais il enquille encore c'est le dernier. OK. Tu vois, il y aurait alors ça se passe d'après les infos qu'on a qui filtrent, ça serait westernisé, si tu veux. D'accord. Le début du moins, hein. Et a une odeur western, si tu veux. Après l'évolution on ne saura pas. Tu as par exemple à la télé 2017-2018, il y a une très très belle série qui s'appelle Godless, tu vois, un village US qui est tenu que par des nanas, un côté amazonien, si tu veux, tu vois, des Amazones, et le héros débarque, donc c'est un enquillement, si tu veux, d'épisodes qui sont autant d'hommages au western traditionnel. Sympa. Tu vois, en film interactif, tu vois, si tu veux, le fameux Red Dead Redemption dont je t'ai parlé, l'opus 2, qui est un film interactif. Certains diront que ce sont des jeux interactifs, mais ce sont des films. Et c'est un hommage radical, si tu veux, à Ford, à Hathaway. Tu vois, donc il y a un comeback. Alors, on prie, si tu veux. Ben oui, bien sûr. On croise les doigts et on espère que ce comeback, il sera bien compris et assumé. Tout à fait. Et qu'on n'aille pas vers des trucs sinistres qui ne nous intéressent pas, en fait. Voilà. Donc on va entendre le final de La prisonnière du désert. Prisonnier, prisonnier,
avant le soleil de plomb. Je m'en vais cherchant d'autres horizons. Le désert est ma prison. Cavalier, prisonnier du Alors messieurs, vous allez quand même nous parler encore des perspectives 2018, des westerns que vous avez vus, même si vous venez nous en parler un petit peu de... Eh bien, écoute, oui. Moi, je dis, hein, oui, je pense, tu sais, mais le western, c'est tellement, comment dirais-je, quelque chose de fort et quelque chose de marquant qu'on peut avoir, comment dirais-je, une imagerie ou une pensée, si tu veux, une structure westernienne, même dans des films de SF. Tu vois, bien sûr, ils avaient fait d'ailleurs complètement ce film de SF là, avec celui qui est dans James Bond, là, le dernier. Absolument. Je me rappelle plus son nom. Oui, mais et tu as le tu sais, avec Daniel Craig. Daniel Craig. Oui, voilà, merci. Mais après des films, si tu veux, radicalement, par exemple, tu sais, le film de Carpenter, les gens qui sont assiégés. Mais bien sûr. C'est c'est un bon film. C'est du western. Ils ont fait le remake, mais bon. C'est du western. C'est du western. C'est du western. Vin Diesel. Assaut. En plus, Carpenter dans Vampire, tu sais, c'est un western. Mais tout à fait. Tu vois, je veux dire, alors. Ah oui, le film, excuse-moi, le film avec Daniel Craig, c'est Cowboys and Aliens. And Aliens. Oui. D'accord. Voilà, c'est avec Harrison Ford. Avec Harrison Ford. Ça vous a plu d'ailleurs? C'est un joli film. Moi, j'ai bien aimé. Alors voilà, si tu veux, c'est-à-dire, tu as les deux aspects. Alors, soit tu as l'aspect, moi qui me fatigue un peu rapidement, c'est l'aspect naturaliste. Bon, moi, je te dis, je ne vais pas au cinéma pour voir des gens qui ont des problèmes de relationnels, de santé, de sous. Ça ne m'intéresse pas. Oui, on vient s'évader. Hein. La vie des gens ne m'intéresse pas. C'est ce que disait Jean-Paul d'ailleurs. Hein. Mais oui, Belmondo. Mais Bébel le dit. Tout le temps. On s'en fout des problèmes des gens. Tu vois, on peut compatir en dehors du cinoche, mais quand tu vas au ciné, c'est pour t'évader. On est dans l'entertainment, le truc à Merlot, si tu veux. Et les Américains, voilà, ils ont les, comment dirais-je, en plus, Audiard, c'est un Français, tu vois, donc il a apporté son côté français. Le Festival de Cannes, c'est un peu fatigant parfois. Oui, ça commence. Très intéressant. Oui, mais enfin, ça fatigue un peu aussi. Après, c'est une question de goût. Mais, puisqu'on parlons de western, je dis que le western, pour aller voir des images sombres, il y a des scènes, si tu veux, tu sais. Il n'y a aucune couleur. Écoute, c'est ça que tu vois, c'est éclairé par des bougies. Bon, on est dans le naturalisme, mais le cinéma, c'est pas ça. Il faut transfigurer la chose. Quand Wayne il débarquait dans les films, et dans les salons, il s'éclairait pas à la bougie, tu vois. Alors il y a un côté, si tu veux, qui n'est pas, il y a un côté qui est, comment dirais-je, qui colle pas à l'histoire, tu vois. Tu l'as par exemple pour le Moyen Âge. Tu vois, au nom de la rose, c'est effrayant pour moi. C'est vrai. C'est effrayant, tu vois, même le Jeanne d'Arc tu vois. De Besson. De Besson. Moi ça m'intéresse pas. Pour voir, tu vois, on sait bien. Et encore, le Moyen-Âge, il l'interprète aussi à leur manière. On sait pas trop, tu vois. Il y a beaucoup à dire. Il y a un très beau film sur le Moyen-Âge, c'était Le Parfum. Oui. C'est un beau film. Tu vois, alors, après, c'est un choix. Tu vois, quand les mecs écrivent leur scénar, quand ils montent le projet, si c'est pour faire du naturalisme, ils peuvent aller, si tu veux, sortir carrément du studio, il n'y aura aucun combat. Non. Mais je veux simplement dire une chose, avec le western américain, ce côté naturaliste, hein. Voilà. En fait, c'est un peu une réponse du western américain au western italien. Si tu veux. Parce que, ben oui, quelque part, ils ont voulu faire, et après, je pense qu'ils se sont même caricaturés eux-mêmes. Complètement. Hein, complètement. Voilà. Parce que tu as des films comme Du sang, la sueur et la poudre, le Altman, John McCabe et tout, c'est tout à fait ça, quoi. Je veux dire, le truc dirty, pas de couleur, il y a rien, quoi. C'est noir. Voilà. Alors, moi, dans ces conditions, si on pousse le bouchon, il faudrait aller, si tu veux, sur de l'expérimental. Si tu fais un western expérimental, si tu veux, et que tu insuffles, tu vois, du numérique, tu vois, que tu essaies d'aller vers un truc, je dis pas gore, tu vois, mais vraiment violent. Tu sais, le film, avec, tu sais, avec, comment dirais-je, tu sais, Tomahawk, là.
Oui. Oui. Donc, un truc, si tu veux, un film gore, à la limite, hein, Qui est bien, qui est un bon film. avec Kurt Russell. Bonne, Ouais. c'est bonne. Voilà, c'est ça, Hein, bonne. on est bonne, bien d'accord. bonne. Qui est pas mal, qui est pas mal du tout. C'est un film qui est presque expérimental. C'est vrai. On est presque, si tu veux, dans le film, tu sais, La colline des yeux. Cannibalisme, Tu enfin, vois, c'est tout à fait ça. Mais ça tient la route et on ne s'éclaire pas à la bougie. Ah non, on, non, voit elle est bien. on voit ce qui est filmé. Tu vois, donc, il y a capacité, si tu veux, comment dirais-je, à faire un cinéma revivaliste western, mais en respectant quand même le spectateur. Là, Tu quand vois même, Qu'est-ce que vous avez pensé d'Impitoyable de Clint Eastwood? Ah, c'est un chef-d'œuvre total. C'est Voilà, un très- on est bien voilà. d'accord. C'est un Là, chef-d'œuvre on n'est pas total. allumé à la bougie, ça va. Et non, et puis le final. Non, puis même, le, là, Hein le final. Alors, le film. le scénar, il y a tout. Il y a tout, on, quoi. on pourrait dire que c'est un. En fait, Clint Eastwood, dans ses 3 derniers westerns, si tu veux, quoi qu'il y a aussi le film, tu sais, quand il tient le rôle du shérif avec, comment dirais-je, le gars qui, tu sais, qui fait le loi de Movies avec le gosse, tu sais. Là. Oui, exact. Oui, c'est du western, ça, un tu monde vois. parfait. C'est du western. Avec hein. Kevin Costner. Avec Costner. C'est un très joli film. Mais disons vraiment dans le western pur et dur, Pal Rider, si tu veux. Tu vois, les derniers westerns d'Eastwood, dont Impitoyable, si tu veux. Kevin Costner, d'ailleurs, qui est un peu difficile sur le tournage. J'en parle parce que je viens de lire son livre. Il n'a pas été facile parce qu'il est aussi réalisateur. Oui, Ils c'est n'avaient vrai. pas les mêmes idées. Ah, complètement. Et Eastwood le contournait à chaque fois. Ah oui, oui, il a eu du mal. non. Il a eu du mal. Il y a eu de la friction, il y a Voilà, eu c'est mal ça. donne. C'est ça. Mais tu vois, alors, voilà, donc, pour revenir à Eastwood, puisque quand même il est central, là, hein. Bien sûr. Les derniers films d'Eastwood, si tu veux, ils étaient vers le naturalisme. Pal Rider est assez fatigant, Mhm. sur beaucoup Oui, oui, je l'ai d'aspects, vu, si tu ouais, veux. ouais. Mais Impitoyable peut l'être aussi, parce que le début d'Impitoyable, au fond, c'est qu'une redite, si tu veux, de Pal Rider. Je pense et que j'allais c'est- même dire de High Plains Drifter, tu vois, c'est la redite. Mais Tu vois. c'est souvent, Eastwood, hein, de toute façon, tu sens toujours qu'il y a ce... Il Hein reprend ça. Voilà. Mais le final, si tu veux, d'Impitoyable, Oui, c'est vrai, il n'y a rien... avec Morgan Freeman, magnifique. Ouais. Ouais. Tu vois, je Freeman. reviendrai, Ah, je vous tuerai tous. Freeman qui a jamais été mauvais, là. C'est un type que je n'ai jamais vu Il a mauvais. d'ailleurs dû s'inspirer de Léon, Eastwood, par moment. Certainement. Ah, bien sûr, mais c'est Hein. des tributes. Il est normal. Certainement, tu parce vois. que de toute façon, il l'a jamais caché. C'est vrai que lui, sans Léon, bon, il était là vraiment, il était au dernier carat quand Ah, il complètement. est allé en Italie et tout. Ah, Ça Enfin, a été- le plus gros beat que j'ai vu de western, c'est avec Sharon Stone et Jan Ackman, Oui. qui s'appelait, je m'en rappelle Ouais, plus. ouais, mort ou vif. Voilà, c'est une catastrophe là. Mais C'est de Sam Raimi, celui qui avait C'est fait Sam Raimi. les Evil Ah, Dead, ben, mais Ouais, oui, mais justement, il vaut mieux qu'il reste peut-être dans le je film pense qu'il d'horreur. vaut, Hein. je pense qu'il vaut mieux. C'est ça, tu sais, c'est-à-dire le western. Je pense que comment dirais-je, tout à l'heure on parlait de la prisonnière du désert et en fait, tu sais, la première collaboration avec, comment dirais-je, Ford et Wayne en 40, tu sais, la caravane. Bien sûr. Hein, en fait, c'est Ford et Wayne qui ont donné les lettres de noblesse au western, Tout à fait. qui étaient considérés à Hollywood. Donc là, on est dans la fin des années 30. Hein. À ce moment-là, c'était considéré comme un sous-genre. Tu Exactement. vois, c'était, tu sais, la monogramme, la République, C'est vrai. donc si tu veux du serial, moi que j'adore, mais disons que le grand public adorait, mais que les exégètes et les critiques, Mais ils pour moi, ont ça toujours sentait descendu, mauvais, tu hein. vois. Les a Et toujours été c'est à ce descendus. moment-là, l'entrée, si tu veux, vraiment du western Roa, elle s'est faite avec donc Wayne et Ford. Tu vois, dès 40. Stagecoach, voilà. Tu vois, hein, ça, on y est en plein, si tu veux. Et c'est ce que je te disais quand on a fait l'émission sur Bruce Lee, c'est-à-dire tu as des mecs qui apportent une modernité. Bien Il sûr. n'y en a pas Bien des sûr. millions. Tu vois, Ford, le classicisme, c'est Wayne qui l'a boosté, parce que si Ford n'avait pas eu Wayne, ça n'aurait pas marché. C'est Wayne qui a fait le Et film. puis surtout ne pas oublier que c'était des gars qui étaient, parce que Ford il avait tourné au temps du muet. Ah, complètement. Donc c'était pas évident. C'était- Des gens qui sont passés au parlant et Ah, tout, il y a complètement. des gars comme Hawks, c'est pareil, il avait tourné des Ah, reins, donc, complètement. et eux ils sont arrivés, comme tu dis, ils ont modernisé, ils sont Ils ont- arrivés à, tu vois, mais c'était pas joué quoi. Et Wayne, il a fait, comme Mitchum d'ailleurs. Mitchum a beaucoup tourné pour la RKO. Oui, pour Monogramme, énormément. tu vois. Énormément. Il a fait énormément. Ils enquillaient, si tu veux, des dizaines de westerns. Wayne avait des contrats de 5 ans, comme Mitchum d'ailleurs. C'est vrai, Et il tu vois, alors ils étaient, pendant 5 ans, ils enquillaient donc les contrats. Et comme ils étaient un peu violents, ça pastéquait pas mal. Donc il y a des mecs qui se prenaient des pastèques, alors au bout de 5 ans, au revoir monsieur. Tu vois, regarde par exemple Bien sûr. Mitchum, si tu le sais. Ah, Quand yeah. il était dans le couloir, à la RKO, Oui. Mitchum quand même, hein, c'est pas du schmoll, tu vois. Ouais. Mitchum, il était assis sur un petit fauteuil en bois, et il attendait, si tu veux, qu'un trou du cul
qui était derrière un bureau, un décideur, ouvre la porte pour lui dire tu as ou tu n'as pas un rôle. Et Mitchum, il était obligé, tu vois, il attendait, il bouillait. Tu vois, donc ces mecs-là, ils ont galéré. Bien sûr qu'ils ont galéré. 5 ans, comme Marilyn. Marilyn, ça l'a tué, Marilyn, ça. Tu vois, Hollywood, c'est infernal, si tu veux, tu vois. Mais cette pression qui est tellement énorme, elle détruit, où elle permet au mec de puiser après au fond de lui comme acteur. Cette force, voilà, ce pôle d'interprétation. Voine était autodidacte, il n'est pas passé par l'acteur studio. Mais ceux qui sont passés par l'acteur studio, Steve McQueen, je veux dire, tu vois... il y en a un, Newman, Brando... Eli Wallach, voilà. Magnifique, Eli Wallach. Magnifique, bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, c'est ces deux univers qui sont télescopés, et celui qui a vraiment permis à l'acteur studio, si tu veux, de se télescoper avec les mecs qui sortaient du rang, c'est Léon. Quand tu as Wallach et Clint Eastwood, c'est vrai, c'est deux écoles. Bien, voilà, c'est ça, c'est exact. Tout ça, c'est énorme. C'est ça, le western. C'est exact. Tu vois, comme je t'ai dit, le western a inventé le cinéma. La semaine prochaine, nous recevons un homme qui a joué dans plein de séries télévisées françaises. Il s'est illustré de façon magistrale dans le rôle de Atom, un chef de gang arménien dans la série Braco d'Olivier Marchal, où il campe un rôle de fumier de première dans le jargon. Quand il commence dans les séries Extrême Limite, Sous le Soleil et bien d'autres, il a joué aussi au cinéma où il a commencé avec Léon, jusqu'à La Proie d'Éric Valette. Mais j'ai eu la chance de le voir au théâtre dans la pièce de Laurent Baffy, Sexe, magouille et culture générale. Les comédiens jouent tous très bien, mais lui, il est prodigieux de talent. Merci à lui pour sa venue que l'on attend avec grand plaisir. J'ai nommé Arsène Giroyan. Pour les passionnés qui suivent l'émission, ceux qui ne la suivent pas encore, j'espère qu'ils vont pas tarder. Une seule onde 89.3 sur les ondes et numériques surtout. J'ai nommé Écran Large. Pour ceux qui veulent nous poser des questions, un seul mail, écranlarge.rcn@gmail.com, pardon. Nous ferons un plaisir d'y répondre au plus vite. Merci, on vous embrasse, à la prochaine et surtout sans le Jack Daniels. Écran large, l'émission qui rassemble comédiens, réalisateurs, cascadeurs, doubleurs. Écran large, chaque lundi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.